Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Interview. Aujourd'hui, je reçois Aymeric Choprade, géopolitologue et ancien député européen. Avec lui, nous allons évoquer son ouvrage Géopolitique d'un roi. Ce roi, c'est le roi du Maroc, Mohamed VI. Dans cet essai, il dresse le tableau de ce Maroc moderne, résolument tourné vers l'Afrique et confronté aux problématiques actuelles, questions religieuses, conditions des femmes, terrorisme. Un Maroc aussi qui veut se positionner comme l'une des locomotives économiques du continent. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Aymeric Choprade, c'est d'abord le titre de votre ouvrage qui interpelle Géopolitique d'un roi. Est-ce une manière de dire que le roi détermine à lui seul la destinée du Maroc ? Non, mais j'ai voulu volontairement personnaliser ce titre et cet essai parce que je crois que le roi a joué sur ces 20 dernières années un rôle absolument déterminant dans la modernisation, dans l'impulsion de la modernisation, dans l'accompagnement des réformes considérables qui ont été menées. Et donc il était important d'aller au-delà du Maroc lui-même et de personnifier davantage parce que c'est bien la touche de Mohamed VI qui est en jeu dans cet essai sur les plans à la fois sociétaux, transformation sociétale, modernisation économique et politique étrangère multipolaire, on va en reparler. Alors 20 ans, le Maroc célèbre cette année les 20 ans de l'accession au trône du roi Mohamed VI qui avait succédé à son père Hassan II. On dit parfois du roi Hassan II qu'il a régné de façon absolue. C'est une véritable rupture qu'a signée le roi Mohamed VI dans sa façon de gouverner. Oui, c'est vrai que c'est très différent, mais vous savez, c'était une autre époque, c'était une autre histoire, c'était la guerre froide, il y a eu ce qu'on a appelé les années de plomb, il y a eu la marche verte qui a été importante pour le Sahara, et ça ne pouvait pas être la même chose, mais il y a eu un vrai changement à l'avènement de Mohamed VI qui a voulu transformer dans la tradition, en maintenant bien sûr la monarchie, le cadre monarchique, mais en démocratisant en profondeur. Et ça a été la constitution de 2011 avec aujourd'hui une monarchie parlementaire, démocratique et sociale et des changements considérables aussi sur le plan de la famille, du statut des femmes. Alors justement, cette nouvelle constitution a été élaborée en 2011. Vous dites dans votre ouvrage quel est le socle d'un état de droit. En quoi cette constitution garantit-elle cet état de droit ? Écoutez, la Constitution, elle est très claire dans la liberté d'expression, dans le pluripartisme. Elle interdit même le parti unique, elle fait la promotion des droits de l'homme, elle met en place pour la première fois dans l'histoire du Maroc la séparation des pouvoirs. Vous avez aujourd'hui un gouvernement avec son Premier ministre et un Conseil des ministres qui est présidé par le roi. Vous avez un équilibre des pouvoirs, vous avez une indépendance de la justice. Donc progressivement, un état de droit s'est installé grâce à cette Constitution qui a véritablement été une nouveauté dans l'histoire du Maroc. Alors, vous parlez beaucoup de modernité du roi dans cet ouvrage. Vous en parlez notamment à travers le prisme du printemps arabe. Vous dites que le Maroc a été relativement épargné par ce printemps arabe. Effectivement, il n'y a pas eu de changement radical de régime comme dans d'autres pays. Il y a tout de même eu un mouvement, c'était le mouvement du 20 février. Comment expliquez-vous que ce mouvement n'ait pas amené à un basculement comme dans les autres pays ? Parce que le mouvement en fait, du 20 février, qui est une réalité populaire, n'avait pas les mêmes revendications. Il ne s'agissait pas pour ces gens d'abattre un régime, il s'agissait de combattre la corruption, de combattre le népotisme, de combattre un certain nombre de choses et de changer en profondeur des comportements dans la société, dans le pouvoir marocain. Et le roi, et je crois que c'est une de ses forces, sa lucidité, c'est qu'il a su entendre ça et que c'est l'origine même du changement constitutionnel et de la Constitution 2011. À partir de ce mouvement, immédiatement, elle a mis en place une réflexion de la société civile, un comité des sages de 20 personnes qui a mené à la nouvelle Constitution en juillet 2011, qui a été validée ensuite par référendum. Alors dans cette modalité que vous attribuez au roi, il y a les questions sociétales, et parmi elles la condition des femmes. Vous consacrez un chapitre entier à la condition des femmes et la place des femmes dans la société marocaine. Vous dites que les droits des femmes marocaines ont évolué. Néanmoins, vous ne vous attardez pas sur le point qui est peut-être l'un des points de contestation les plus importants aujourd'hui, qui est l'héritage. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées sur cette question. Est-ce que les conservateurs ont le dessus sur cette question ? Alors, tout d'abord, je voudrais dire une chose. Moi, vous savez, je suis un historien du temps long et je crois qu'il faut regarder toutes les sociétés, quelles qu'elles soient,
sur le temps long de l'histoire. 20 ans, c'est une parenthèse courte à l'échelle de l'histoire et on ne peut pas tout attendre en 5 minutes. Les changements mettent du temps, surtout quand il s'agit de changements de société. Ce qui est important, c'est de voir la dynamique qui est en jeu, de voir des résultats qui sont déjà concrets. Et le code de la famille en 2004, la Mudawana, a incontestablement, sur le plan du divorce, sur le plan même de l'héritage, même si c'est loin d'être parfait, fait progresser la cause des femmes. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je dis par exemple dans mon essai qu'il faut que l'information arrive. Vous avez encore un analphabétisme chez un certain nombre de femmes qui fait qu'elles ne sont même pas au courant des nouveaux droits dont elles peuvent plus bénéficier. de 60%, vous le dites. Bien sûr, donc c'est important. Il faut du temps, il faut admettre ça. Mais ce qui compte quand même, c'est de voir la direction de modernisation qu'a pris un pays. Et cette direction est incontestable, elle est réelle, avec des avancées déjà significatives. Est-ce que ce n'est pas aussi que ce code de la famille, finalement, est quelque part considéré comme un texte immuable basé sur le divin ? Alors, vous savez, la force, je pense, de ce monarque, c'est qu'il a compris qu'il faut moderniser, qu'il faut réformer, mais en même temps qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de forces qui existent dans la société, qui sont des forces de conservation. Il y a une identité islamique, le royaume du Maroc est un pays musulman, il y a des forces conservatives, et c'est un dialogue. La démocratisation implique le dialogue. Et donc, on ne peut pas faire les choses en un claquement de doigts, ça n'est pas immédiat. Il faut une discussion, il faut des compromis, et il faut un peu de temps pour y arriver. Mais encore une fois, c'est la direction qui est prise qui compte. Alors, on en vient à la question religieuse. Vous parlez d'un islam au Maroc qui s'érige contre l'islam radical. Là-dessus, beaucoup d'analystes vous rejoignent. On sait que le Maroc forme des imams de France et des imams d'Afrique. En quoi est-ce un islam du juste milieu ? Et là encore, vous savez, la transformation du Maroc, impulsée par le roi, ne se fait pas contre l'islam, elle se fait en accompagnement, en concertation avec l'islam. Et c'est la défense d'un islam qui réfléchit, d'un islam modéré, dit du juste milieu et qui refuse l'extrémisme, qui refuse le radicalisme. Et le discours du roi du 20 août 2016 a été très très clair contre le terrorisme et contre le fondamentalisme. Il a été très clair dans la désignation de l'ennemi et dans la volonté de le combattre. Et cela est fait sur 3 plans. C'est fait bien sûr par la dimension sécuritaire, parce qu'on est obligé rapidement de mettre en place des mesures de sécurité face au terrorisme, mais c'est fait aussi dans la lutte contre la pauvreté, la dimension sociale, et dans la formation sur l'islam, mieux éduquer, déradicaliser aussi un certain nombre de jeunes qui avaient été sensibles à ces idéologies extrémistes. Et il y a des méthodes tout à fait originales et novatrices au Maroc qui sont intéressantes à découvrir et que j'ai moi-même découvert il y a quelques mois en écrivant ce livre. Alors on parle de la formation des imams africains. Le Maroc s'est résolument tourné vers l'Afrique, notamment en réintégrant l'Union africaine. C'était en 2017. Là, il n'y a pas de doute, c'est bien le roi qui a impulsé cette nouvelle dynamique, ce virage africain. Le Maroc, d'après vous, assume désormais son africanité ? Oui, vous savez, c'est dans la Constitution, il y a le mot africain. Le Maroc est un royaume arabo-islamique, africain, qui assume l'ensemble de ses identités. Et l'africanité, elle est essentielle parce qu'elle est le temps long de l'histoire du Maroc. Le Maroc est tendu dans son histoire en projection vers l'Afrique à travers les flux caravaniers qui traversaient le Sahara. Il a une dimension profondément africaine. Il y a eu une parenthèse qui a été ouverte avec la sortie en 1984 de l'Organisation de l'Unité africaine et qui s'est refermée, que le roi du Maroc a refermée, heureusement réintégrant l'Union africaine, ce qui est une très bonne chose pour l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de dynamiques en cours, avec la CEDEAO, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, avec le développement du pôle financier à Casablanca, qui va être un hub financier pour l'Afrique, pour le financement de projets en Afrique de l'Ouest, avec l'Afrique centrale aussi, qu'il ne faut pas oublier, avec lequel il y a une coopération, et donc un développement réel de projets et de coopération de zones de libre-échange. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde sur la question économique avant de terminer cette interview. Le Maroc, un pays de plus en plus attractif, les études le disent, qui lance des projets d'infrastructure. Et pourtant, certains attendent encore les bénéfices de cette croissance pour la population. On atteste la révolte du Rif, mais aussi la fuite inexorable des cerveaux, souvent vers l'Europe. Une croissance inclusive qui reste difficile, on a l'impression ? Vous savez, le Maroc s'est intégré dans la mondialisation et comme tout pays qui s'intègre dans la mondialisation, qui accompagne ces transformations considérables qu'impose la mondialisation, eh bien,
il y a, comme en France, des gagnants et des perdants de la mondialisation. Et aujourd'hui, le Maroc est confronté à ce problème que connaît la France aussi. On le voit avec le mouvement des Gilets jaunes. Vous avez des gens qui se vivent comme les gagnants de la mondialisation et des gens qui se vivent comme les perdants. Et cette fracture, elle est évidemment dangereuse. Elle est amplifiée par la réalité démographique, la jeunesse du Maroc, qui fait que c'est une course contre la montre, contre le chômage. Et ces défis, ils sont pris en compte, en considération aujourd'hui. Je crois que le diagnostic est fait. Il y a une croissance, il y a des élites. Malheureusement, un certain nombre d'entre elles choisissent de partir au Canada ou en France. Mais je crois que de plus en plus de Marocains ont compris le potentiel énorme de leur pays et vont rester au Maroc pour pouvoir participer à ce formidable développement qui est une réalité incontestable depuis 20 ans. Aymeric Choprade, vous êtes venu nous présenter Géopolitique d'un roi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.